Atteint d'une paraplégie progressive, Gérard Collin lutte contre sa maladie grâce à une activité sportive quotidienne. Je ne veux pas me mettre dans l'idée que je puisse être dépendant un jour, parce que je considère qu'il est possible que j'arrive à ne pas être dépendant jusqu'au bout. Et si ce n'était pas le cas? Je sais pas. Dans une dizaine d'années, Gérard ne marchera peut-être plus et sera dépendant. Comment la société l'accompagnera-t-elle dans sa vie de personne handicapée qui avance en âge ? Le vieillissement est un processus universel, progressif, délétère et irréversible dans l'état actuel de nos connaissances. Il touche tous les êtres humains et les personnes handicapées sont aussi bien évidemment concernées. Face à cette situation, il convient de mettre en place des mesures préventives pour éviter qu'un certain nombre de maladies susceptibles de survenir au cours de l'avancée en âge ne viennent aggraver, majorer des incapacités déjà existantes. Bref, éviter un surhandicap lié au phénomène du vieillissement et à ses conséquences. Face à cette situation, et pour être efficient, il convient que les gériatres et les professionnels du handicap travaillent la main dans la main pour que leur expertise commune permette de progresser de manière significative. C'est une mobilisation qui s'impose. Comme pour le reste de la population, l'espérance de vie des personnes handicapées s'allonge. L'avancée en âge des personnes handicapées présente un certain nombre de caractéristiques. Elle n'est pas la même selon le handicap de la personne. Moteur, mental, psychique, cognitif, auditif, visuel. Ensuite, souvent, l'avancée en âge des personnes handicapées s'accompagne soit d'un accroissement du handicap d'origine, soit de l'apparition de handicaps supplémentaires. Il faut en tenir compte. Devant l'ensemble de ces phénomènes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de politique nationale globale. C'est la raison pour laquelle les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées ont décidé de constituer un groupe de travail qui comporte des représentants de tous les acteurs de la question, qui d'ailleurs livre un rapport sur le sujet. Ce groupe s'est pour l'essentiel appuyé sur les initiatives qui sont prises sur le terrain, de la part des associations, des départements, des services de l'État, d'un certain nombre de partenaires. Infirme moteur cérébral, Alain Durandal a mené 7 années de combat auprès de nombreuses communes afin que des appartements aménagés pour des personnes handicapées existent dans un HLM traditionnel. C'est à Saint-Marcel-les-Valences que ce projet a vu le jour. C'est un rêve. C'est un rêve que j'ai du mal à exprimer. Et parce que j'ai vécu 25 ans chez mes parents. Et après, j'ai vécu 26 ans en collectivité, dans des grands centres. Nous étions tous mélangés. Et ça, c'est grave. Ça nous rapporte d'être indépendants, d'être chez nous et de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est très important. Et en même temps, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Si on a des choses qu'on ne peut pas faire soi-même, eh bien, on a toujours quelqu'un pour nous aider. Et c'est ça, à occuper notre quotidien qui nous permet de vivre d'une façon beaucoup plus humaine que des institutions. Une vie normale. La vie de tous les jours, tranquillement, chez soi. Ouais. Voilà. Dans une structure de genre EHPAD, il faut aller manger à midi avec les autres. S'il y a des sorties, il faut plus ou moins être obligé de les faire. Parce que là, on fait ce qu'on veut. Atteinte d'une scoliose importante et de la maladie de Parkinson,
Monique Lafont a enfin pu trouver ici un appartement adapté à ces situations. Voilà, cet appartement, c'était grand. Et il était un appartement normal, donc les portes étaient étroites. J'avais du mal à passer avec mon déambulateur, tout ça. J'avais pas de facilité de salle de bain. Tout était pas pour moi, quoi. J'ai fait une demande à la MDPH qui m'a attribué une assistante sociale pour s'occuper de moi. Et c'est cette personne qui connaissait cette structure, enfin qui n'est pas une structure entre guillemets. Mais donc c'est comme ça que je suis arrivée ici. Je remercie le ciel depuis 1 an et demi parce que vraiment c'est super. Dans cet immeuble, non, il n'y a pas que des personnes à handicap, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des enfants même. Voilà. C'est un immeuble normal. C'est un HLM, donc tout à fait. Une habitation classique. Parce que donc on a des voisins, on va chez les uns chez les autres. Et puis on va dans cette salle de convivialité où on peut se rencontrer et puis faire ce qu'on veut. Dans l'immeuble, un local de repos loué par les résidents handicapés est dédié aux différentes auxiliaires de vie qui se succèdent jour et nuit. Ce roulement n'est pas toujours apprécié par les personnes handicapées qui avancent en âge. Monique, elle, en tire des avantages. Ça permet de voir plus de monde et puis de ne pas être attaché à une personne en fait. Ça permet quand elle part en vacances par exemple, de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Voilà. Puis c'est bien parce que vous avez par exemple Yvan, c'est un MacGyver, il pourrait pas. Voilà, c'est ça. Avec moi c'est le tricot, Voilà. avec d'autres c'est autre chose. Tout à fait, tout à fait. Chacun a son truc à vous amener. Ouais. Ah mais vous n'avez pas appelé quoi certaines personnes donc, en situation de handicap abandonnent leur projet parce que la difficulté administrative est beaucoup trop lourde. C'est déjà pas évident de vivre le handicap, il faut l'accepter, c'est déjà pas facile, mais si en plus c'est un chemin de croix pour arriver à mettre un projet sur pied, bah, ils baissent les bras. Ils baissent les bras parce que c'est trop compliqué. Si les auxiliaires de vie permettent aux personnes âgées de rester chez elles, la domotique permet d'adapter les logements et les outils de communication aux différents handicaps. À Angers, la mutualité développe une domotique de pointe. Mais qu'en est-il des aides financières pour que les personnes âgées puissent avoir accès à ces technologies qui peuvent être coûteuses? La barrière d'âge dans notre réglementation, elle est déterminante au fond. Toutes les personnes qui sont handicapées avant l'âge de 60 ans sont reconnues comme telles par la loi de 2005. Toutes les personnes qui deviennent handicapées du fait du vieillissement ensuite ne sont pas reconnues comme personnes handicapées. Et cela a une incidence réelle sur la manière dont les uns et les autres vont pouvoir mobiliser des aides pour améliorer leur environnement le jour où ils auront besoin de le faire, quoi. Avant l'âge de 60 ans, on est véritablement dans le champ de la compensation, avec tout ce que la loi a prévu pour cela. Au-delà de 60 ans, on est dans les dispositifs des conseils généraux au titre de l'APA, et là, forcément, que les apports sont moindres, quoi. Et donc, le reste à charge plus important pour les personnes. Et ça va déclencher, voilà. Ah, j'entends. Il convient de convoquer et de mobiliser beaucoup plus que nous ne le faisons en France, les aides techniques qui sont en capacité de pouvoir fournir des réponses facilitant la vie quotidienne des uns et des autres, aussi bien des personnes aidées, bien entendu, que des personnes aidantes qui, à partir de là, peuvent consacrer plus de temps à l'accompagnement véritable des personnes handicapées. On va se concentrer sur cette traversée-là. Madame Divou, malvoyante de naissance, ne voit plus que des ombres aujourd'hui. Pour mieux se déplacer en ville et rester autonome, elle suit une formation avec une instructrice en locomotion du Centre lorrain d'évaluation et de réadaptation en basse vision. Alors je peux vous dire que c'est une nouvelle jeunesse pour moi d'utiliser la canne. Et grâce à la locomotrice, je ne peux plus aller à la billetterie toute seule maintenant la gare. Parce qu'elle m'a montré, parce qu'en fait, dans la gare de Nancy, il y a plein de vitres partout. Donc c'est pas non plus l'idéal, parce qu'on ne voit pas du tout où on va. Maintenant, grâce à Valérie, j'y arrive, quoi. C'est très important pour moi qu'elle me donne mes repères pour aller au centre commercial. Parce que là, j'ai pas de repères du tout et j'aimerais bien y aller toute seule, quoi. Souhaitant rester à domicile le plus longtemps possible, Madame Divou a aussi recours à des aides techniques comme le téléagrandisseur qu'elle a acheté d'occasion. C'est aussi le centre de réadaptation qui lui a appris à l'utiliser. Il y a quelques années, j'arrivais encore à lire le titre du programme du soir, hein, c'est tout. Mais maintenant, sans mon téléagrandisseur, je peux pas.
Ça me change la vie, oui, parce que je peux voir l'après-midi ce que je vais voir le soir, ou voilà, quoi. C'est formidable, quoi. Les personnes âgées qui viennent en rééducation à Claire viennent regagner de l'autonomie. Donc nous, on est chargé de leur faire reconquérir cette autonomie. Derrière cette autonomie, il y a la question des aides techniques. On peut préconiser des aides techniques à la suite de la rééducation. Pour autant, si les personnes derrière ne peuvent pas acquérir ces aides techniques, voilà, ça ne sert à rien de faire de la rééducation. Il est indispensable que les personnes puissent acquérir ces aides techniques, qui sont très onéreuses. Un téléagrandisseur, aujourd'hui, c'est 3 000 €. Une machine à lire, c'est 3 000 €. Donc il est important que les gens aient des subventions pour les acheter, parce que la plupart des gens ne peuvent pas se les acheter. Et ça les laisse dans un état de précarité. Pierre Cherki est non-voyant depuis 15 ans. Sa femme Sylvie l'épaule au quotidien et lui permet pour le moment de se passer d'aide technique. Au fil du temps, je me suis rendu compte que je devais faire beaucoup plus de choses à domicile que je ne faisais auparavant et qu'il me plairait beaucoup effectivement d'avoir de temps en temps des tierces personnes pour venir me soulager, ne serait-ce que pour faire le ménage ou pour faire la cuisine, de manière à pouvoir avoir des plages de liberté, d'indépendance comme je les avais avant. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a encore pratiquement pas grand-chose qui existe pour justement soulager la personne qui partage. Alors je reprends ce que dit mon épouse en mettant un bémol, puisque nous-mêmes actuellement nous avons des aides ménagères dans le cadre de la vie active. Ce qui n'existe pas ou peu, c'est des aides ménagères ayant l'habitude d'accompagner un aveugle ou un malvoyant sans autre personne à côté. C'est une formation du personnel aidant qui devrait être faite pour justement permettre, à travers votre question, que mon épouse, si elle me laisse 8 jours ou 15 jours, puisse partir en toute sécurité en sachant que toute personne complémentaire sera là pour m'aider. Oui. Le premier EHPAD de France, qui accueille tout à la fois des personnes âgées ordinaires et sourdes, se trouve à Lomme, près de Lille. Ici, il y a aussi des entendants. Il y a aussi des entendants qui sont ici. Et ils signent un petit peu avec nous. C'est bien. Hein, comme la dame à l'accueil, elle signe avec nous. Et moi, je suis content. C'est bien, ça se passe bien. Moi, je suis content. Parce que bon, si les gens ils parlaient avec leur bouche, on ne comprendra rien. Ici, ils peuvent signer avec nous. C'est bien. Hein, moi, je suis gourmand pour parler avec les gens, avec les dames et tout. Puis nous, on se connaît, voilà, on se connaît depuis longtemps, on se voit, hein, tous les deux, voilà, on se voit, c'est important, hein, voilà, parce qu'on s'est rencontrés, on se connaît depuis très longtemps, quand on était jeunes. Hein, je dis, avant la guerre, on s'est connus, alors il y a très longtemps, donc c'est bien de se retrouver. La présence de personnel malentendant est essentielle pour créer un véritable lien de confiance avec les résidents sourds. Alors Samia, qu'ils soient ensemble, c'est important. Oui, bien sûr, ils peuvent pouvoir communiquer. Par exemple, le réalisateur et attendant, c'est très difficile de communiquer, c'est pas possible. Sinon, les réalisateurs peuvent déprimer. Par exemple, monsieur Jules, il est très content qu'il travaille ici. Monsieur Dupert, c'est pareil. Il me réclame toujours. Mais quand je suis pas là, je suis pas content. Par exemple, ici, c'est très bien pour les personnes sourdes, parce que, par exemple, dans la chambre protogène, la lumière s'allume. Et même pour la télévision, il est haut. Et le résident peut parler avec la caméra, avec sa famille ou des amis à lui. Et puis, même pour la laser à vitre. Par exemple, s'il y a un problème, la laser peut pouvoir communiquer à la gare de Chine. C'est très bien. L'architecture de l'établissement a elle-même été conçue pour favoriser la communication visuelle. Malgré tous ces efforts, depuis l'ouverture de la structure, sur 42 places réservées aux personnes sourdes, seules 10 sont pourvues. Une raison est avancée par la direction. Ils n'arrivent pas à intégrer que cet hébergement coûteux peut être pris en charge par des aides sociales.
et arriver, alors s'ils ne sont pas suivis par une assistante sociale qui va les accompagner du début à la fin, hein, on a l'impression que voilà, ils se perdent dans la nature. Ils sont venus en visite de préadmission, le dossier a été fait, et puis après, on n'en entend plus parler. On va travailler avec l'interprète là qui vient pour nos salariés sourds sur une visiocommunication pour leur montrer en langue des signes comment faire leur démarche. Christian est arrivé à l'ESAT en 79, donc ça fait 34 ans qu'il est chez nous. Donc il a acquis, on va dire, le droit de partir à la retraite. Et il aurait pu le faire déjà plusieurs mois si on n'avait pas cette problématique justement de l'accueil des personnes en situation de handicap pour la retraite. Puisque en fait, on continue d'accueillir Christian tant qu'il n'a pas de lieu d'accueil au niveau hébergement. Il a accepté de continuer à travailler parce que physiquement, ma foi, ça se passe pas trop mal, hein, et qu'il ne veut pas rester à rien faire puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités. Mais on a aussi le cas d'autres personnes qu'on continue à accueillir à l'ESAT, faute de structure d'accueil pour ces personnes qui peuvent prétendre à leur retraite. Voilà, c'est un vrai problème. Hein. Alors c'est à l'ESAT ici, mais je pense que c'est au niveau national que le problème se pose. Vous faites que les socles, Jean-Louis. Voilà. D'accord, ok, bon. Parce que les patères, c'est des petits machins carrés, donc on met des petits rouges et gris. C'est bien, c'est bien. Ça s'appelle aussi des borniers. Voilà, des borniers, Okay. voilà. Bon. Tout à fait ça. Ok, bon, puis après la journée La journée, on va faire une partie de pétanque. Après, on va se relaxer un petit peu. Christian Dillet vit en colocation dans un foyer d'hébergement pour travailleurs handicapés, mais il va devoir laisser sa place à un plus jeune. Il est dans l'attente d'un placement en famille d'accueil. Bien joué. Voilà. Je voudrais une retraite. Voilà, je voudrais une retraite qui soit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui soit bien, qui ne soit pas, comment ça s'appelle, renfermé, quoi. Voilà ce que je veux dire. Quelque chose que je sois heureux. C'est ce que je demande. Parce que j'ai vécu assez malheureux comme ça, je ne veux pas revivre malheureux. Et ce que j'attends d'une famille d'accueil, c'est qu'elle m'ouvre la porte. Qu'elle soit gentille avec moi, que je sois gentil avec elle, qu'on s'entende bien, quoi, et tout. Et aussi, ce que je voudrais, c'est que faire des activités avec elle, voilà. D'accord. Ouais. Tiens, Céline. Merci, ça a été? Oui, très bien. D'accord. Tu la ranges dans le placard? Oui, tout de suite. Merci. Roselyne Régnier, jusque-là travaillant en ESAT, vient de prendre sa retraite. Après avoir passé 33 ans en foyer, elle vient de rejoindre une famille d'accueil. Est-ce que c'est la retraite que vous désiriez? Oui, Pourquoi? parce que je veux pas aller en maison de retraite. Pourquoi? Parce que mon père est en maison de retraite. Et de voir les petites mamies en fauteuil roulant, tout ça, ça me fait peur. On va les mettre là. Hop. C'est la vie que j'aime. La vie de couple, tout. Ça m'apporte beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Comme ça, je pense à rien, on discute d'autres choses. Et comme ça, je pense plus. Je pense plus à certaines choses que je pensais avant. Moi, je veux accompagner Roselyne le plus longtemps possible et qu'elle vieillisse le moins vite possible.
Et je pense que l'accueil familial peut lui apporter ça, dans la mesure où c'est une vie normale. Nous, on lui apporte une vie de famille normale, avec les moments où ça va bien, les engueulades, les crises de rire et tout ce que vit quelqu'un de... C'est la vie. Alors c'est vrai qu'avec Roselyne, comme elle avance son âge, il faut s'adapter parce qu'elle a besoin de plus de temps de repos que d'autres personnes. Donc en fait, on s'adapte à leur façon de fonctionner et à leurs besoins. Là, avec le service de placement pour lequel je travaille, Préface, on a beaucoup de formations, mais qu'il va falloir vraiment qu'il y ait d'autres formations pour un public comme Roselyne. La première mission principale du service, c'est vraiment à notre niveau, nous, on est 4 éducateurs, et on se doit d'intervenir régulièrement à domicile afin de s'assurer du bon déroulement de l'accueil. Et donc, c'est des moments comme ça où on s'entretient et avec la personne accueillie et avec l'accueillant familial. Ah, il faut les mélanger, c'est dit. Quand on va chez un médecin, c'est des médecins généralistes qui n'ont pas forcément été confrontés à des adultes handicapés. Donc, dans le cas de quelqu'un comme Roselyne, comme on essaye de maintenir un maximum d'autonomie, donc pour Roselyne, on a choisi un médecin suréchillé pour qu'elle puisse y aller toute seule quand c'est un renouvellement de médicaments ou des choses comme ça. Comme ça, elle garde vraiment son autonomie. Mais il peut arriver que Roselyne revienne avec une ordonnance où il y a des cachets pour dormir alors qu'elle dort très bien. Voilà. Donc il faut juste être vigilant, il faut garder l'autonomie et quand même et être bien vigilant et rappeler le médecin en disant voilà, elle dort. Donc il suffit après de retourner chercher une nouvelle ordonnance avec on retire les gouttes pour dormir, quoi. Voilà, c'est leur laisser de l'autonomie tout en étant vigilant pour que ça déborde pas. Et les médecins, quand ils voient Roselyne en face d'eux, il n'y a pas de handicap. Certaines familles accueillent même des personnes handicapées psychiques et leur apportent l'accompagnement indispensable à ce handicap, quelle que soit sa forme. En Vendée se trouve la première maison qui accueille des personnes handicapées avançant en âge avec leur famille. Salut Rémi, on y va? Rémi Chevalier, personne polyhandicapée, continue à vivre auprès de sa mère tout en ayant son propre logement. Bonjour Rémi. Bonjour, Alors, Mani. tu viens? Hein? Bonjour. Allez, rentre. Viens. Ah non, mais c'est peut-être pas le paradis sur terre, mais enfin, on pourrait être plus mal. Faut pas changer pour aller ailleurs. Non. C'est important pour vous d'être avec votre fils aujourd'hui? Ah oui. Oui. Oui, parce que je l'ai toujours eu à la maison. Il rentrait quand même qu'il allait à l'IME, il rentrait tous les soirs. Alors moi, je l'ai toujours eu le temps de ma vie. Hein. Il est là, avec maman. Quand elle sera partie, on sera peut-être comme beaucoup, on fera un vide. Il faudra s'habituer. Déjà, je vais aller me faire opérer. Alors, heureusement qu'il va être pris en charge par la maison. Et j'ai encore confiance en ceux qui s'en occupent. On les reprend. Je passe qu'il restera. De toute façon, on n'a pas de sécateur. Moi, je suis la plus jeune de l'établissement. La plus jeune. Elle a 20 ans. Jean-Paul, c'est mon frère. Il est handicapé et il est autiste. Donc, je ne voulais pas le laisser dans n'importe quel établissement. Donc, un jour, j'ai vu à la télé qu'il y avait cette maison qui s'ouvrait. Donc, j'ai demandé à connaître davantage les conditions et tout. C'était une maison vraiment familiale. Moi, je pense que et en plus de ça, ça soulage aussi moralement pour les familles, parce que c'est vraiment une tension continuelle de savoir où ils vont être placés et tout, et pour l'avenir. Si vous avez l'intention de poursuivre des établissements comme ça, il faut penser faire des maisons le plus près possible des centres pour permettre aux personnes qui n'ont pas de voiture de pouvoir aller un peu vaguer dans les magasins, faire leurs petites courses et tout ça. Aussi, voir les transports, hein, parce que nous, ici, on n'a pas de transport à apporter, donc c'est quand même une difficulté. Autrement, au point de vue maison, c'est très bien, ça c'est sûr.
Ce projet n'a pas été soutenu favorablement comme on aurait pu l'attendre au départ, principalement par les professionnels. Le fait de continuer à faire vivre des personnes en situation de handicap avec leurs parents, c'est un peu contre nature pour les travailleurs sociaux qui sont plutôt habitués à des notions de séparation, individuation, et chacun doit faire sa vie indépendamment l'un de l'autre. C'est vraiment là-dessus le pouvoir politique qui a été à l'écoute des familles et qui a pris le projet à bras-le-corps, le sujet, et qui a lancé la réflexion. Alors, parmi les grosses difficultés qu'on a, c'est la désertification médicale sur un secteur rural où il nous a fallu aller voir de nombreux médecins généralistes pour qu'ils acceptent cette population supplémentaire, âgée, avec des handicaps qu'ils ne connaissaient pas, et qu'ils acceptent de les prendre en médecins traitants. Donc, ça a demandé un travail important de porte à porte. On allait expliquer le projet, on est allé présenter les familles aux médecins pour qu'ils acceptent, pour qu'aujourd'hui chaque famille a son médecin traitant. S'il y avait un message à faire passer, c'est que ce projet, aujourd'hui, il présente un grand intérêt. Il répond vraiment aux attentes des familles et il est à dupliquer sans crainte. On estime qu'en France, environ 200 familles sont en attente de pouvoir rentrer dans un établissement comme celui-ci. Madame Nodon est présidente du conseil de la vie sociale de l'EHPAD Aliénor d'Aquitaine dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous avec son homologue Serge Veillot de la maison d'accueil pour personnes handicapées âgées, située à quelques mètres. Soyez la bienvenue, madame. Ça va, bonjour monsieur. Ça va? Oui, ça va, très bien. Avec le beau temps, oui, on a du beau temps idéal. Autrement pas. Vous faites ça tous les mois? Oui. Tous les mois? Tous les mois? Ah non, les réunions sont pas tous les... La prochaine, elle est le 17, nous aussi, là. Ah oui. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ben, pour nous, c'est quand même... On ne connaissait pas, mais je trouve que c'est un rapprochement pour avoir des contacts ensemble. Je trouve que c'est très bien. Oui. Pourquoi? Mais parce que... On peut se contacter, on peut faire des sorties ensemble, on a des discussions diverses à raconter ses petits ennuis, comme on dit. Je trouve que c'est très bien. Vivre avec un handicapé, on finit par le connaître. Puis du coup, on finit par l'apprécier son handicap. Et ça, c'est formidable. Il y a un véritable enjeu d'intégration par les échanges que peuvent développer Serge et Madeleine de la personne en fait handicapée dans la cité, quoi. Parce que ces échanges illustrent en fait des relations qu'auraient en fait des personnes ordinaires. Et finalement, moi quand j'arrive dans mon établissement, je me sens au milieu finalement de personnes ordinaires. Ce que peut nous apporter l'EHPAD, justement, c'est son expertise en matière de dépendance, parce que eux, c'est leur cœur de métier, et nous, le nôtre, c'est celui du handicap. Et que la personne handicapée vieillissante, elle est à la frontière des deux accompagnements. Ensuite, il a fallu qu'on comprenne de quelle culture on était issu, d'une culture complètement différente l'un de l'autre. Nous, on est plus issus du monde du médico-social qui de plus en plus se sanitarise, ce qui n'est pas d'ailleurs sans me poser un certain nombre de questions sur nos limites. Et la MAFA est plus du socio-éducatif, donc pas du tout de culture liée aux soins proprement dit, à la médicalisation. La proximité de ces deux établissements permet aussi aux équipes professionnelles de partager leur savoir-faire. C'est ainsi que l'EHPAD est sur le point d'accueillir 6 personnes handicapées âgées. La méconnaissance, en fait, angoisse. Donc, c'est comment accompagner, du coup, par la formation, par le biais de la formation, comment accompagner les salariés pour qu'ils aient moins peur, moins d'angoisse, qu'ils comprennent, qu'ils puissent communiquer, en fait, avec une personne handicapée mentale dépendante. Du coup, ça coûte à l'établissement, parce que c'est en plus de ma cotisation, mais c'est le prix à payer pour que les salariés puissent avoir réellement une formation qui soit pertinente par rapport à leurs besoins. Je crois qu'aujourd'hui, dans la restriction budgétaire dans laquelle nous sommes, dans les budgets contraints que nous avons, nous devons développer de l'intelligence sociale et que cette intelligence sociale, elle passe par la maîtrise des coûts et la maîtrise des coûts passe aussi par ce qu'on peut mutualiser et mettre donc en commun.
qui me manque aujourd'hui, c'est, comment dirais-je, l'étanchéité qu'il y a entre les politiques du handicap et les politiques médico-sociales. Ça paraît simple quand on le dit. On a des conseils généraux qui prennent en charge ces différentes politiques. Les gens sont situés parfois dans le même couloir, mais c'est complètement étanche, hein, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes, parce que les crédits ne sont pas les mêmes. Tout le monde s'accorde à dire, et c'est complètement logique, qu'il n'y a aucune raison qu'une personne handicapée qui devient dépendante ne puisse pas avoir sa place pleine et entière à l'EHPAD, hein. Là-dessus, on est d'accord, sauf qu'elle reste une personne handicapée. Donc, elle doit continuer jusqu'à la fin de sa vie de bénéficier d'un certain nombre de droits. Et dans ces droits-là, il y a les droits à l'accompagnement que nous, on n'a pas aujourd'hui en établissement. Qu'on nous laisse faire des expérimentations en ouvrant des crédits expérimentaux. Voilà. En tous les cas, moi, j'attends ça de la prochaine loi sur l'autonomie, parce qu'effectivement, la loi sur l'autonomie, elle doit être transversale à tous les publics qu'on est susceptible d'accueillir demain, y compris les publics handicapés, pour nous, handicapés mentaux. Voilà. Moi, j'habitais dans la rue de la Mafa. Et dans une activité professionnelle trépidante, le matin, quand je partais, mes voisins, je leur faisais un petit signe de tête, bonjour. Et puis, dans la rue, il y a eu un garçon qui s'appelait Jeannot, qui était de la Mafa, bien sûr, et qui, tout le monde disait bonjour. Alors, à toute la rue, puis à toute la commune, il a dit bonjour. Et savez-vous qu'au bout de quelques temps, toute la commune se disait bonjour comme Jeannot. Alors c'était le premier degré, on se disait bonjour. Et ensuite, Jeannot, il a commencé à dire bonjour Madame Dupuis, bonjour Monsieur Durand, bonjour. Et savez-vous que maintenant dans le pays, on se dit bonjour Monsieur Dupuis, bonjour Madame Durand. Ce qui veut dire que la MAFA, ça nous a apporté le sourire, un enrichissement fabuleux sur le plan humain. Pour nous, ça a été un véritable enrichissement de notre lien social. C'est certainement une des choses les plus précieuses que nous ayons eues, et les moins coûteuses. La nécessité va nous rendre ingénieux. Nous n'avons pas d'autre voie que de se mettre ensemble pour régler des difficultés qui souvent sont à peu près les mêmes, que ce soit pour le handicap, pour la personne âgée, voire même pour l'aide à domicile. On s'aperçoit que dans des lieux de vie comme les communes rurales que nous vivons, la mutualisation, elle est évidente, elle est de fait, et c'est ce qui nous permettra, c'est la seule vraie chance que nous avons de régler nos problèmes demain. Sur la base des observations que l'on a pu faire sur le terrain, on a effectivement un certain nombre de conclusions. Tout d'abord, il manque des places. Il faut créer des places. Ensuite, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les départements, c'est-à-dire les associations. Mais en même temps qu'on les mobilise, il faut les coordonner. Il y a un problème de coordination. Il faut que tous les acteurs aillent dans le même sens. Ensuite, c'est un problème qui vient sur la table de manière plus aiguë que jusqu'à ce jour. Par conséquent, il faut aussi former, recycler les professionnels. Et puis, c'est vrai que dans notre pays, on a quand même l'art de multiplier les procédures. Donc il faut simplifier les procédures. Et puis enfin, et puis surtout, il faut associer les hommes et les femmes qui sont concernés à ce qui est décidé pour elles. Il faut que les personnes handicapées âgées aient leur mot à dire, elles sont citoyennes, et il faut contribuer ainsi à changer le regard que la société peut porter sur l'avancée en âge.